Merci énormément pour cette présentation. Ça me fait vraiment plaisir et ça me fait un plaisir énorme d'être ici. Et aussi ça m'a fait plaisir de représenter la France, même si je ne suis pas vraiment 100% française dans cette comité d'écriture. Et, et donc, oui, on parle de la classification de l'hypertension parce que c'est vrai que dans les dernières recommandations, c'était les points les plus controversés, même s'il y a eu plusieurs innovations dans ces recommandations, mais c'était sûrement les points les plus discutés. Et donc, les dernières recommandations de l'ESC de l'hypertension nous proposent une nouvelle classification. Donc, on a la tension artérielle non élevée, qui est inférieure à 120, 80 et 70. On a la catégorie de la tension artérielle élevée, qui est celle qui a été vraiment la plus discutée, entre 120, 139 et 70 et 89. Et le choix a été fait de ne pas modifier la catégorie hypertension, donc la catégorie fondamentale, on dirait, dans ce sujet. Alors, pourquoi cette décision? Il faut dire que ce qui a joué vraiment le rôle le plus important, c'était les données épidémiologiques, les données de santé publique. Donc, on s'est appuyé sur l'évidence qu'il y a un gros pourcentage d'événements cardiovasculaires qui ont lieu chez des sujets qui ont une tension artérielle parfaitement normale, donc 30% entre 120 et 140 mm de mercure. Donc, c'est une catégorie que normalement on ne traite pas pour la tension artérielle, peut-être on traite pour le cholestérol, on vient de le dire, mais c'est vrai qu'une autre stratégie de prévention valable pourrait être un traitement antihypertenseur. Et donc, ça se base évidemment sur le concept qu'il y a une corrélation directe entre tension artérielle systolique et diastolique et événements cardiovasculaires dans la population générale. Ça, on le sait depuis longtemps. Ça, c'était une étude d'1 million de sujets publiée en 2002. Et ça a été confirmé dans d'autres cohortes épidémiologiques. Ça, c'était les sous-groupes de l'étude de MESA, donc américain. Les sous-groupes de sujets qui n'ont pas de maladies cardiovasculaires, pas de dyslipidémie, pas de diabète, pas de fumée de cigarettes et ont tension artérielle inférieure à 130. Et vous voyez qu'il y a une corrélation, là aussi, directe entre tension artérielle systolique et risque d'événements cardiovasculaires. Et vous voyez que si je vous ai fait un petit tableau des hazard ratio, qu'il y a un risque élevé, même si on compare les gens qui ont la systolique entre 90 et 99 et les gens qui ont la systolique entre 100 et 109. Il y a quand même un hazard ratio de 3 en faisant la comparaison de ces deux catégories. Donc, ce n'est pas complètement absurde de réfléchir à un traitement antihypertenseur précoce. Aussi dans l'idée de la prévention primordiale qu'on vient d'évoquer dans les présentations précédentes. Et évidemment, si peut-être sous la systolique tout le monde est d'accord, sous la diastolique il y a un peu plus de débat. Et ça vient évidemment des données observationnelles qui ont montré la fameuse courbe Angie. Et donc avec une élévation du risque cardiovasculaire pour des valeurs plus bas de tension artérielle diastolique. Or, il y a évidemment plein de discussions entre les épidémiologues sur ce sujet-là, si la courbe Angie existe ou n'existe pas. On peut dire que pour répondre à la question qui m'a été posée sous les ponts des majeurs débats dans le comité d'écriture, je dirais que peut-être dans ces comités d'écriture, il y avait une forte prévalence des gens qui ne croyaient pas du tout à la courbe Angie et que les considèrent un artefact statistique et probablement avec une reverse causality, on peut dire. Et par exemple, il y a l'évidence de cette étude de randomisation mendélienne qui montre que si on analyse les données avec les valeurs de tension artérielle diastolique, on montre la courbe Angie. Mais si on analyse les polygenic scores qui sont déterminantes pour les valeurs de tension artérielle diastolique, alors la relation est toujours directe comme pour la systolique. Il y a eu aussi, évidemment, une grosse influence des données sorties du groupe des Blood Pressure Lowering Trialists.
on avait Kazem Rahimi dans le comité d'écriture, c'est pas par hasard. Et donc, le fait que si on regarde la méta-analyse individuelle de tous les essais cliniques qui ont été faits sur les médicaments antihypertenseurs, on voit qu'en fait, une réduction de 5 mm de mercure, ça correspond à une réduction de 10% des risques d'événements cardiovasculaires et n'importe quelle valeur de base des tensions artérielles systoliques. Et donc, on arrive à l'idée paradoxale que ça suffit, si on veut réduire les risques cardiovasculaires des patients, il faut réduire la tension artérielle. En fait, même sans la mesurant, parce que n'importe les valeurs de base, il faut la réduire. Donc, si on écoute un peu trop les épidémiologistes, on peut arriver à cet extrême-là, on peut dire. Et ce qui est aussi vrai et très important, c'est que les sujets donc, ils bénéficient tous de la même réduction des risques relatifs quand on utilise un médicament antihypertenseur, mais la réduction des risques absolus, par contre, ça varie selon les risques de base. Donc, ça peut être intelligent de focaliser les efforts donc avec ces traitements antihypertenseurs à large échelle sur les sujets qui ont déjà un risque élevé de base. Et ça, c'est l'idée qui a guidé la flowchart qui a été créée pour la prise en charge des sujets avec la tension artérielle élevée. Et donc, on a proposé une approche en 4 étapes, et en considérant que si un sujet est hypertendu, donc il a 140-90, il sera traité pour l'hypertension, n'importe quel risque cardiovasculaire. Donc, sur ce sujet-là, toute la stratification du risque cardiovasculaire devient inutile, on peut dire. Les efforts de stratification, ils sont concentrés sur la catégorie A, elevated blood pressure. Et donc, la première étape, c'est identifier les conditions qui posent les patients directement un risque suffisamment élevé pour être considérés dignes d'être traités avec un antihypertenseur, même avec des niveaux qui ne sont pas des patients hypertendus. Et donc là, on a les conditions que vous imaginez comme high risk. Donc, on a la maladie athéromatose, donc l'infarctus du myocarde ou l'AVC, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale modérée ou sévère, la présence d'atteintes d'organes cardiaques vasculaires, donc l'hypertrophie ventriculaire gauche et la présence des plaques, la rigidité artérielle, etc. La présence du diabète ou de l'hypercholestérolie familiale. Et donc, les sujets qui sont de cette catégorie, donc, ils peuvent mériter un traitement antihypertenseur, même pour des valeurs qui ne sont pas des patients hypertendus. Pour les sujets qui ne rentrent pas dans cette catégorie, on utilise le score 2 ou le score de OP selon l'âge du sujet. Et donc, si le sujet a un risque inférieur à 5%, ils sont considérés à faible risque, donc ils ne méritent pas un traitement antihypertenseur. Si en plus que 10, par contre, ils méritent un traitement antihypertenseur. Dans la catégorie des risques intermédiaires, entre 5 et 10, on peut continuer avec la stratification du risque si on est motivé. Et là, on a introduit une catégorie de facteurs de risque qui sont spécifiques du sexe féminin. Et donc, on a le diabète gestationnel, l'hypertension gestationnelle, la préclampsie, les fausses couches spontanées, etc. Et on a les facteurs de risque, les risques modifiers dont on a déjà parlé dans la présentation sur les scores. Et donc, ils sont plusieurs. Ils sont donc la familiarité, la déprivation sociale, les ethnicités à haut risque, les maladies inflammatoires, etc. Enfin, si après tout ça, on n'est pas encore convaincu si on veut traiter ou pas un sujet, on peut ajouter un examen pour l'évaluation de l'attente d'organes. Et on a sélectionné donc les scores calciques, la plaque de la carotide ou de la fémorale, et des biomarqueurs circulantes comme la troponine et l'NT-proBNP et la rigidité artérielle. Enfin, on a présenté les
les équivalents des tensions artérielles aussi pour la tension artérielle office et 24 heures. Et ça, c'est particulièrement important parce que ces recommandations stressent beaucoup que pour commencer les traitements antihypertenseurs, il ne faut pas s'arrêter à la tension artérielle au cabinet médical, il faut toujours une confirmation office. Et ça vaut encore plus pour les sujets dans la catégorie tension artérielle élevée dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et donc, en résumant, on a les sujets qui ont tension artérielle non élevée qu'on ne traitera jamais, les sujets avec l'hypertension qu'on traitera toujours, et les sujets avec elevated blood pressure dans lesquels on fera cet effort de stratification du risque. Et après, donc, dans cette catégorie, on va traiter ceux qui sont à haut risque cardiovasculaire pour les raisons qu'on vient de nommer, mais on va les traiter que si ils ont encore la tension artérielle supérieure à 130-80 après 3 mois de style de vie. Donc, on donne quand même le temps d'expérimenter un traitement non pharmacologique avant de commencer le traitement pharmacologique. Pour les sujets hypertendus, par contre, on passe directement à associer aux modifications de style de vie les traitements médicamenteux. On a simplifié aussi les catégories des cibles tensionnelles. Et donc, sous les cibles tensionnelles, on a une cible tensionnelle unifiée qui s'applique plus ou moins à toutes les catégories des patients avec hypertension. Donc, ça vaut pour les diabétiques, les patients avec l'insuffisance rénale, la maladie cardiaque au cérébrovasculaire. Et ça, c'est un facteur, c'est une des nouveautés de ces recommandations. Et donc, pour tous, c'est entre 120 et 129, 70 et 79 des diastoliques, mais toujours vérifié avec la tension artérielle hors cabinet. Et on a évidemment des catégories dans lesquelles on ne poussera pas la tension artérielle jusqu'à ce niveau-là. Et on va se contenter d'un 140 ou même plus. Et ça, évidemment, c'est les catégories dans lesquelles une réduction plus importante n'est pas tolérée. Les patients qui ont déjà une hypotension orthostatique avant de débuter les traitements antihypertenseurs, les sujets qui ont plus de 85 ans ou qui sont fragiles, et les sujets qui ont une espérance de vie réduite. Et en adoptant ce qu'on appelle les ALARA Principles, donc la tension artérielle dans ces cas-là, ça sera as low as reasonably achievable. Et donc, avec ça, je peux conclure que donc il y a eu différents éléments de nouveautés dans ces recommandations de 2024. Et la classification de la tension artérielle est sûrement le plus important, mais on a eu aussi des nouveautés sur les cibles tensionnelles et sur d'autres points qu'on n'a pas traités aujourd'hui. Mais si vous voulez, on peut en parler une autre fois. Et donc, merci beaucoup pour l'attention. Merci Rosa Maria. Moi, en t'écoutant, en lisant d'abord ce très beau texte, parce que vraiment, si vous voulez apprendre quelque chose, il y a eu un effort de synthèse incroyable. Je me dis, c'est pas possible, c'est l'IA qui a écrit tout ça. Et tu m'as confirmé que tu n'avais pas utilisé l'IA. Tu pourrais nous le redire, là ? Oui, je confirme. Ouais, c'est un boulot incroyable. Parce que quand même, la conclusion sur la diastolique à 70, c'est une conclusion que la machine peut faire, mais que pas un clinicien ferait, parce que personne n'a jamais moins de 70, sauf quand on est âgé, qu'on a l'hypertension du sujet âgé très vasculaire, et on est à plus haut risque quand on a moins de 70, parce que la pression pulsée augmente. Donc, je trouve que c'est dommage, parce que c'est raté, dans le sens où quand une recommandation est inapplicable, eh ben, c'est pas une très bonne recommandation, elle sera suivie par personne. Quel dommage que vous n'ayez pas abandonné la diastolique, et que vous n'ayez pas que gardé la systolique. Pourquoi vous n'avez pas que gardé la systolique ? Non, je crois que, mais je vous dis, si on pousse ça à l'extrême, il faudrait abandonner la systolique aussi. Ben non, parce qu'il faut bien encore quelque chose. On fait risk-based, non ? On fait risk-based treatment, comme certains proposent, et on abandonne tout. Donc, le problème, c'est toujours un processus d'accumulation et de transition lente, on peut dire. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse oublier tout ça, franchement. Après, c'est tout à fait vrai que la plupart des données sont sur la systolique. Même les données que j'ai montrées épidémiologiques, oui, sur la fin. On a presque tout sur la systolique. Mais c'est pour ça qu'au moins,
le comité il a accepté de faire un downgrading de cette recommandation. Donc, la recommandation de la cible intentionnelle des 70, vous avez vu, elle est 2B, donc personne ne le fera jamais, en fait. Mais c'est un peu ça. Alors, moi qui étais interne chez Joël Ménard et Corvol au millénaire précédent, excédé en fin de semestre de ne pas comprendre quels étaient les chiffres tensionnels qu'il fallait imposer à nos patients, j'ai demandé à Joël Ménard, à l'époque, est-ce que c'est toujours vrai? Vous allez nous dire. Mais Monsieur Ménard, quelle est la bonne pression artérielle qu'il faut avoir? Et à votre avis, il a répondu quoi, Joël Ménard? Joël Ménard, il a répondu, c'est la pression artérielle la plus basse que vous pouvez tolérer. Vous dites presque ça, là, hein, finalement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. La limite, c'est vraiment la tolérance des valeurs tensionnelles faibles. Voilà. On est à ce point-là, ouais. Que c'est un peu extrême, je suis d'accord, mais ça peut avoir du sens. On est en train de parler, on vient de finir de parler de statine à tout le monde. Ouais. Non? Là, en fait, avec une plaque, c'est pas que statine à tout le monde. Maintenant, ça devient statine et antihypertenseur à tout le monde. Ouais, mais c'est pas mal, hein? Ouais, franchement. Une très belle étude de Youssouf qui date un peu, qui a fait exactement ça, hein, un sartan plus statine pour réduire le risque vasculaire chez les patients qui se plaignaient de rien. Mais je vous ai préparé une diapo pour la discussion sur ce sujet. Ah. Parce qu'en fait, statine, médicaments hypertenseurs à tout le monde ou non? Alors, en fait, moi, j'ai fait une petite analyse sur la cohorte EPP3, sur laquelle je travaille pour différentes raisons scientifiques. Alors, c'est une cohorte de sujets entre 50 et 65 ans qui font un check-up en centre de santé. Donc, c'est une cohorte un peu hyper saine, en fait. Ce n'est pas vraiment des populations générales. Ils sont plus saines que la normalité. Mais dans cette cohorte-là, nous, on a trouvé prévalence de elevated blood pressure 14%, 15% presque. Et après, si on fait la stratification du risque avec les scores, on a trouvé que 1,6% des gens qui ont les scores supérieurs à 10. Et après, ces gens-là, j'avais l'échographie de la carotide. Donc, j'ai regardé entre celles qui avaient 5 et 10%, que c'était quand même 30% de la population. Il n'y en avait que 21 qui avaient une plaque où la rigidité artérielle augmentait au niveau de la carotide. Donc, en fait, tout ça, on va... au moins dans la cohorte PP3, on irait modifier les traitements dans même pas 10% de la population. Donc, je ne sais pas. Hein. Après, on a été beaucoup accusés d'avoir trop poussé, d'avoir exagéré. Après, je vois ces numéros-là et j'ai dit, peut-être on n'a fait pas assez, peut-être, non? On aurait pu... Non, mais vous voyez que vous n'êtes pas très loin des 7,5% que je mentionnais tout à l'heure, qui sont référés quand même depuis un certain temps dans la recommandation européenne. C'est autour de cette barre-là que ça se joue, et ça se joue avec quoi? Avec les modificateurs de risque. Vous en avez, vous n'en avez pas. Vous avez une plaque, vous n'en avez pas, c'en est un. Mais il y a tout le reste, hein, l'L-peptida dont Antonio parlait, la CRP, etc., etc.